Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Hervé Chignot-Dupuis et j'ai la joie et l'honneur d'être le maître de cérémonie de cet après-midi. Et surtout, moi qui n'aime pas être tellement sur scène, là j'ai la joie de l'être parce que j'ai enlevé mon masque et ça, c'est quand même très bien. Quand on fait du vélo. Ouais. Donc on a le droit ou de bouffer ou d'être sur scène pour ne pas avoir de masque. Donc cet après-midi, on change de registre. On va être sur un registre qui est moins pragmatique, moins immédiat et tout aussi urgent et important que les questions dont on a discuté jusque-là, les questions de comptabilité, les questions de responsabilité, les questions de transformation. On va le prendre par un autre bout, par la question des imaginaires. On va essayer de rentrer dans cette question qui est quel progrès, comment bien nommer la civilisation qui vient. Question lourde et complexe. Moi, je l'ai retraduit, quelle représentation du monde à venir peut nous permettre de nous mettre en mouvement, de nous animer, de nous donner du pouvoir d'agir. Voilà, moi, il me semble que c'est ça qu'on a à faire, c'est que si on a aujourd'hui tant de mal à agir, c'est sans doute parce qu'il y a quelque chose qui nous paralyse. Et je pense que c'est l'absence de perspective. Et le mot transition, hein, on le sait bien, le mot transition, c'est transirer, c'est aller d'un point à un autre. Ça n'est jamais rien d'autre que ça. Et donc, transiter pour aller où, ça me paraît important de se poser cette question-là. Et donc, moi, en tant qu'activiste, disons, j'ai lancé un projet qui s'appelle Imaginarium et qui essaye de travailler sur cette question des imaginaires, du monde à venir et d'un monde qu'on peut espérer non collapsologiste, non effondriste, parce que à ce moment-là, c'est pas extrêmement réjouissant et ça ne nous met pas en mouvement. Moi, je pense que l'essentiel aujourd'hui, c'est la question de notre mise en mouvement. Alors justement, pour nous mettre en mouvement, pour commencer notre après-midi, on va la commencer avec Joël Zask. Alors moi, je suis ravi de vous accueillir, Joël, parce que je vous lis depuis déjà plusieurs années. Un précédent festival vivant, je vous avais entendu parler de démocratie au champ. Et c'était le bouquin que j'ai lu après vous avoir entendu. Et effectivement, c'était passionnant. Depuis, il y a eu les places publiques. Alors, je ne me rappelle jamais du nom. Quand la place devient publique, qui est passionnant aussi sur notre vision des places, la place de la République, avec au milieu la statue. C'est pas forcément ça la place démocratique dont on a besoin. Donc la place avec un platane décentré, avec des activités multiples, voilà, c'est le genre de place que Joël Zask nous invite à découvrir. Et puis, depuis, il y a eu les méga-feux. Alors, je n'ai pas lu les méga-feux, mais j'ai lu le dernier, qui est Those Cities, et sur lequel on a demandé à Joël de venir. Et pourquoi on lui a demandé? Parce qu'elle commence par la question « et si ?» Et ça, c'est la question majeure qu'il faut qu'on se pose. Et si pour déployer nos imaginaires, rien ne vaut cette question. Alors, je ne sais pas si vous avez vu Rob Hopkins, des villes en transition, a lancé, a publié un bouquin qui s'appelle Et si l'imagination nous aidait à faire venir le monde que nous désirons. Alors, je ne sais plus exactement si j'ai le titre exact, mais c'est ça son sujet, c'est « et si ». Et donc, Joël Zask a travaillé sur la question du sauvage, des animaux sauvages, de la vie sauvage dans la ville. Et si on arrivait à vivre avec cette vie sauvage? Et si elle pouvait être présente au milieu de nous? Qu'est-ce que ça change? Et c'est ce que ça change qui est important. Et sans tomber dans l'utopie nébuleuse, ni dans la simple préservation du vivant. Donc son chemin est très intéressant et elle nous livre une expérience de pensée dont elle va nous parler maintenant. Donc si vous voulez prendre le micro, on vous écoute, on vous donne un quart d'heure.
Je ne sais pas. Oui, ça marche très bien. Ben, merci beaucoup de cette introduction. Merci beaucoup de m'avoir invitée ici. J'en suis très flattée et heureuse. Et du coup, bon, vous avez déjà dit beaucoup de choses, donc ça va me faciliter la tâche. Le et si, effectivement, qui introduit ce dernier livre, qui est une question un peu récurrente dans mon travail. En fait, il n'est pas aussi positif que vous l'avez énoncé dans un premier temps. L'idée est de faire l'hypothèse qu'il va y avoir de plus en plus d'animaux sauvages dans les villes. Et c'est une hypothèse qui est relativement raisonnable, dans la mesure où les villes s'étalent et sont verdies, parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais disons, la réaction écologique ou écologiste advient, et l'émoi public face à la destruction des équilibres advient lorsque les urbains étouffent. C'est vraiment l'épreuve de l'étouffement qui est le déclencheur. C'est ce que j'ai aussi étudié à propos des méga-feux. Et vous le voyez très bien d'ailleurs en ce moment à propos des méga-feux qui ont lieu en Californie. C'est-à-dire qu'on a commencé à en parler lorsqu'on a vu arriver des images de San Francisco dans la fumée, plongées dans la fumée. Pareil pour Sydney, Sao Paulo, etc. Mais maintenant que les fumées, d'ailleurs, qui arrivent en Europe, ne sont plus à San Francisco et ne sont plus vraiment dans les villes, mais on n'en parle plus, c'est terminé. Alors que ça brûle atrocement en Californie. Donc, si vous voulez, on a évidemment des villes qui seront maintenues dans un état de respirabilité, si je peux dire, et donc qui s'écologisent en quelque sorte. Et puis, à l'inverse, une campagne qui se dénature, une campagne qui est de plus en plus esquintée, une campagne qui est de plus en plus mitée, comme on dit, qui est de plus en plus détruite par nos activités, fragmentée, asséchée par le changement climatique, en proie à des ravageurs qui profitent de l'augmentation des températures, etc., etc. Donc on est dans cette situation, si vous voulez, où la ville devrait être transformée, j'ai envie de dire, en arche de Noé, hein, c'est ça. C'est-à-dire que tout sombre, enfin bon, j'exagère, hein, parce que je ne suis pas du tout effondriste, mais on pourrait faire l'hypothèse que tout sombre et que finalement la ville doit se transformer de manière, d'une part, à rester vivable pour les êtres qui s'y réfugient en quelque sorte, et pour nous-mêmes, et d'autre part, que la ville doit aussi se transformer pour que cesse la prédation qu'elle exerce sur la nature. Donc il y a de plus en plus de gens qui réfléchissent à des villes autosuffisantes aujourd'hui. Je crois que c'est un enjeu fondamental dans la mesure justement où 70% des êtres humains, d'après les statistiques, vivront en ville à l'horizon 2050. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait, hein? Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on arrête de faire des enfants Je pense que c'est une question qu'on doit poser aussi. Est-ce qu'on construit en hauteur Ou est-ce qu'on transforme la ville en cité? Alors voilà, c'est un peu l'idée que j'ai suivie, et je pense que il y a, comment dire, c'est en transformant, voilà, pour dire le résumé en quelque chose, c'est en transformant la ville en cité que nous rendrons la nature elle-même, en quelque sorte, et que nous stopperons, en fait, indirectement, l'exode des animaux vers les villes. Alors, en fait, face à l'arrivée massive d'animaux dans les villes, alors, bien sûr, c'est un travail que j'avais commencé il y a peut-être 1 an et demi, mais avec la crise de la Covid, ou du Covid, et du confinement, eh bien, mon sujet a pris une tournure plus aiguë, je dirais, plus urgente. Et justement, durant cet épisode, bon, qui apparemment est appelé à se renouveler, durant cet épisode, on a été confronté à une situation extrêmement paradoxale. C'est-à-dire que d'un côté, nous étions confinés à cause d'une promiscuité trop grande avec des animaux sauvages, et là je vais en parler tout de suite, mais d'un autre côté, nous étions à nos fenêtres émerveillés par l'apparition de quelques animaux qui d'ailleurs n'étaient pas très exotiques et pas très loin non plus, mais qui, du fait même de leur présence, ont en quelque sorte ouvert des portes dans la ville et nous l'ont rendu plus aimable, plus imprévisible, plus libre, finalement plus ouverte sur la nature. Alors on a beaucoup dit la nature reprend ses droits. Non, je pense que c'est absurde, puisque c'est une expression qui rejoue le dualisme civilisation, habitat humain, habitat naturel. Donc il ne s'agit pas de ça, c'est pas que la nature reprend ses droits. Les canards qu'on a vus sur le parvis de l'hôtel de ville, ils étaient à 200 mètres plus loin, et c'est là qu'ils logent depuis des lustres. Donc non, c'est pas les grillons qui sont dans le métro, ou qui étaient dans le métro de Paris, il y a encore récemment, et qui ont disparu parce qu'il a été interdit de fumer alors qu'ils se nourrissaient des mégots de cigarettes, il faut le savoir.
C'est un peu, voilà, ça donne presque envie de restaurer le droit de fumer dans le métro, rien que pour des petits grillons reviennent, mais bon. Et voilà, donc ce ne sont pas du tout des animaux, évidemment, qui viennent de loin ou qui n'étaient pas là, etc. C'était des animaux qui font partie, en réalité, de notre environnement, mais d'un environnement soit invisible, soit invisibilisé, soit non considéré, soit aussi combattu, bien sûr. Alors, la différence, si vous voulez, face à l'hypothèse de l'arrivée massive d'animaux sauvages dans nos villes, je pense qu'il y a d'abord une exigence. Comment faire pour que les animaux, enfin, comment penser la ville pour que les animaux sauvages qui s'y logent restent sauvages? Ça, c'est déjà une première question que je me suis posée un peu tout du long. Et puis, l'autre question, c'est que faire? Voilà, on en revient. Que faire? Sachant que d'un côté, si je reprends la situation paradoxale dans laquelle nous a plongé la Covid-19, sachant que d'un côté, tous les accueillir, et je pense que c'est le terme de cohabitation qui exprime le grand cœur des animalistes, les sentiments de sympathie, les espoirs symbiotiques, les aspirations à un contact régénérant avec la nature, enfin toutes ces choses-là. Donc ça serait vraiment amener les animaux à notre contact, et donc jusqu'à les ingérer, d'ailleurs ça c'est le contact maximum, c'est là qu'est venu... Évidemment, ben oui. Et puis les raisons pour lesquelles les animaux qui nous ont contaminés ont été ingérés sont des conditions, je dirais, très superstitieuses, magiques, qui ne reposent pas du tout. Mais je crois que c'est important à considérer ça. C'est-à-dire qu'il y a quand même des modes de consommation de l'animal qui sont accompagnés de croyances en le bien fondé et les bienfaits d'une immersion dans la nature, hein, d'une fusion. Et je crois qu'il y a quelque chose comme ça chez les animalistes. Enfin, Enfin, il y a aussi des choses intéressantes, mais là, il y a l'idée, voilà, que la nature, si vous voulez, dont nous faisons partie, doit être d'une certaine façon débarrassée des activités spécifiquement humaines pour qu'elle retrouve ses droits, justement, et que nous, en tant que, finalement, débarrassés de tout cet artifice civilisationnel et destructeur, nous nous retrouvions comme nus dans les limbes de la nature et rejoignions en quelque sorte la grande harmonie du vivant. Donc ça, c'est des visions très fusionnelles, j'ai envie de dire, qui se retrouvent d'ailleurs au plan politique et social dans l'idée de fraternité, et qui me semble très très problématique, surtout quand on est confronté au virus, tout simplement. Enfin, je crois qu'il faut le dire, il faut quand même considérer que le virus, enfin, il y a bien d'autres travers, évidemment, à cet espoir de fusion intime, mais je pense que le fascisme en est un, mais vis-à-vis des animaux, c'est quand même, voilà, tout à fait en question. Et puis à l'opposé, vous avez l'attitude qui consiste, d'ailleurs qui est excessivement répandue, l'attitude qui consiste à dire, bon à partir de moi je veux bien regarder des animaux par ma fenêtre, mais s'ils viennent chez moi, s'ils m'embêtent, s'ils font du bruit dans mon grenier, s'ils dévastent mon petit jardin, ou s'ils creusent des galeries sous ma maison, eh bien je vais m'arranger pour qu'ils soient inscrits dans la catégorie des nuisibles, et je vais faire venir l'exterminateur. Alors il y a un autre terme qu'on utilise en général, c'est l'euthanasie. Les animaux nuisibles sont euthanasiés, la chasse fait aussi partie, enfin une certaine chasse industrielle, je pense que la chasse est devenue industrielle, et la chasse contribue évidemment à cette soi-disant gestion du parc animal via une forme d'extermination autorisée, donc une euthanasie. Mais voilà, ça pose vraiment d'énormes problèmes pour toutes sortes de raisons. Mais avant d'en dire un mot, je voudrais vous dire que finalement, l'industrie de l'extermination des animaux sauvages est tout aussi florissante, elle est extrêmement florissante. Alors ça représente des milliards. Hein. Alors, si vous allez enfin, dans n'importe quelle boutique ou d'exterminateurs, enfin en France on dit des dératiseurs, ou que vous alliez sur l'internet, vous allez voir en fait les stratagèmes, la haute technologie et toutes les promesses que vont vous vendre les industriels de l'extermination, du piégeage, du déplacement des animaux. Et c'est intéressant de lire ça parce que là on comprend vraiment quelque chose qui est très profondément ancré dans le droit qu'on se donne vis-à-vis des animaux qui nous dérangent. Et puis, donc, vous avez d'un côté cette industrie de l'éradication des animaux qui passe par leur suppression pure et simple, et puis de l'autre, l'industrie du nourrissage
ou de la production des aliments pour animaux sauvages, qui est tout aussi destructrice d'ailleurs. Alors c'est extraordinaire. Et en fait, ces deux industries, d'une certaine façon, elles sont les deux aspects, elles correspondent aux deux aspects que je vous ai dit. D'un côté, on domine, on détruit, on extrait, voire on fait sans. Et puis de l'autre, on sanctuarise, etc. Alors on va donner à manger aux animaux sauvages qui ont besoin de nous. Donc on est empreint d'un sens fraternel et paternaliste. En fait, on les tue, tout simplement. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais même donner du pain aux canards, ça les tue. En fait, je l'ai appris, moi j'en étais un peu désolée. Et du coup, pardon, de vous faire accélérer, comment on arrive à cohabiter? Voilà. Quel est le chemin? Voilà. Alors justement, pour le chemin entre ces deux extrêmes, si je peux dire, c'est celui de la coexistence et pas de la cohabitation. Donc ça, c'est le terme que j'ai proposé pour justement éviter d'un côté cette attitude de défiance, voire de haine et de suppression de l'animal qui vous dérange, et puis de l'autre, donc l'esprit fusionnel. Donc la cohabitation suppose que vous fassiez venir un être dans votre habitat, donc j'ai rien contre certaines cohabitations, mais elle n'est pas raisonnable à considérer, elle est trop exigeante, et puis elle suppose surtout des relations de symétrie, alors que ce n'est pas le cas de la coexistence. Et pour penser la coexistence, j'ai mobilisé beaucoup d'idées, mais je vais juste en donner une. La coexistence, en fait, c'est celle que nous connaissons vis-à-vis de nos voisins. Et nos voisins ne sont ni nos amis ni nos ennemis. Si vous voulez, nos voisins sont ceux qui se trouvent à proximité géographique de nous et avec lesquels nous partageons un certain nombre d'espaces qui sont, pour ainsi dire, des passages. Donc les voisins ne rentrent pas dans la maison, parce que quand ils rentrent dans la maison, ils cessent d'être purement et simplement des voisins, ils peuvent devenir des amis ou des visiteurs, mais en même temps, ils transitent par des routes que nous pouvons avoir en commun. Et donc, penser la ville comme espace de coexistence est quelque chose qui est très compliqué, qui relève d'un éco-design. Pourquoi? Parce que précisément la coexistence fonctionne comme un écosystème. C'est-à-dire que, alors c'est pour ça que j'ai étudié l'Arche de Noé aussi, qui est vraiment une très belle image de la coexistence, même si, voilà, évidemment l'Arche est un sauvetage, mais parce que justement dans l'Arche, les animaux ont chacun leur cellule, leur nid. En fait, le terme en hébreu, c'est niche, c'est celui de niche. Alors c'est très intéressant. Donc en fait, chaque animal est dans sa niche, enfin chaque couple va recevoir une niche, et Noé construit l'arche sous la forme d'une série de niches entre lesquelles circulent des chemins. Les animaux entrent d'eux-mêmes d'ailleurs dans l'arche et chacun va dans sa niche qui lui est appropriée, si vous voulez. Et donc je pense que c'est cette dialectique de la niche et du corridor, comme on dirait en écologie, qui me semble être une bonne manière d'entrer dans les solutions matérielles d'invention, d'imagination, de création de la coexistence. Et en fait, je voudrais, pour terminer, parce que je pense que mon temps est révolu, disons, avertir d'une certaine façon des risques inhérents à l'emploi massif des métaphores de l'hybridation, le métissage, le melting pot, la porosité. Alors il y a plein de termes aujourd'hui, comme si finalement tout devait se mélanger, que c'était l'idéal, parce que c'est en se mélangeant qu'on va arriver à la paix et à l'élévation mentale. Or, je veux prendre juste une image, la porosité, par exemple, la peau, c'est clair qu'elle est constituée de pores, mais clairement la peau elle est étanche aussi. Et je crois qu'il faut penser les échanges, bien sûr, les interactions, ce qu'on appelle les interactions, qui constituent le milieu ou encore un écosystème, et bien sûr les portes qui se ferment aussi, parce que si la peau était entièrement poreuse, nous ne vivrions pas 3 secondes d'affilée. Donc voilà, je crois que c'est vraiment cette... et en fait, ce qui est intéressant, c'est que cette complémentarité et articulation très complexe entre la niche et le corridor, vous allez la trouver au niveau des synapses, comme au niveau, je veux dire, d'une région, par exemple, ou au niveau d'une zone naturelle, de ce qu'on pourrait appeler une zone naturelle. Donc les écosystèmes, si vous voulez, ils sont comme... ils existent à toutes les échelles et sont toujours constitués de passages et de niches. Alors je pense que c'est vraiment aussi un idéal démocratique par ailleurs. Justement, c'est pas chacun chez soi, mais quand même. Justement, j'aurais aimé quand même que vous disiez un mot entre ville et cité. Oui. Parce que c'est un point important de votre bouquin. Et justement, c'est bien la dimension démocratique qui vous intéresse à travers la cité. En fait, oui. Enfin, je n'ai pas voulu faire trop d'analogies ou de déplacements comme Kim Lika a pu le faire ou d'autres entre disons, la vie animale
Et d'ailleurs, Aristote disait les hommes et les autres animaux. Je crois que c'est l'expression qu'il faut. Je veux dire, il y a autant de différences entre un humain et un rhinocéros qu'entre un rhinocéros et une fourmi, si vous voulez. C'est pas. Je veux dire, il n'y a pas l'homme et l'animal. Enfin, c'est quand même une manière de penser absurde. Mais en même temps, chaque espèce a quelque chose en propre. Et je crois que c'est justement la cité, c'est ce lieu dans lequel chacun peut exister en bénéficiant des ressources communes, tout en développant ce qu'il a en propre. Et ce qu'on a en propre est à la fois spéciste, si vous voulez, et individuel. Il est social et il est personnel, si vous voulez. Et d'ailleurs, je pense que organiser la ville de cette façon, c'est la transformer en cité, parce que c'est précisément, alors pour parler en des termes à la fois pragmatistes et démocratiques, parce que c'est précisément la seule façon de restituer aux habitants de la ville, quels qu'ils soient, à la limite même les animaux seraient logés à la même enseigne pour le coup, sans métaphore, c'est vraiment restituer aux habitants la possibilité d'influer sur les conditions mêmes de l'aménagement de leur habitat. Ce que font les vers de terre, si vous voulez. Mais nous, ce dont la ville nous prive. Parce que la ville, c'est précisément cette enclave fortifiée à l'intérieur de laquelle tout est programmé d'avance, tout est prévu, c'est ce qu'on appelle le zonage en urbanisme ou le fonctionnalisme, etc. Et donc, dans lequel l'individu vient se loger un peu comme le maillon d'une chaise ou comme la pièce d'un puzzle, et qui est évidemment privé des possibilités même de co-construire son habitat. Et donc, en fait, c'est une aberration écologique. Je pense que la ville, elle n'est pas écologique parce que les gens ne peuvent absolument pas contribuer à son façonnage. Donc là, ça prend de l'imagination, comme disent les Québécois. Ça prend beaucoup d'imagination. Merci de Merci Joëlle. Merci à vous.